Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Al-Afia Hebdo et dans ce numéro consacré à l'indépendance du Mali. 62 ans d'indépendance du Mali. Sommes-nous réellement indépendants? Fédération du Mali et les causes de son éclatement, l'adoption du socialisme par le président Modibo Keïta, la création du franc malien, avantages et inconvénients, on en parle. Rôle des femmes dans la cession à la souveraineté nationale de 68 à aujourd'hui. 4 coups d'État, en plus de 30 ans de démocratie. Les politiques ont-ils vraiment échoué? Alors, ce sera le menu de notre débat ce soir consacré à l'indépendance du Mali. Alors, nous avons 4 bons invités ici sur ce plateau. J'ai M. Zégué Dimoussa Diarra, DG de Millennium Technologies. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous également. Très bien. Alors, nous avons M. Ousmane Mohamed Touré, il est analyste politique. M. Ousmane, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonne journée ou demain de l'indépendance du Mali. Très bien. Alors, merci beaucoup, M. Ousmane. J'ai ici M. Aboubakrine Touré, il est communicateur. Bonsoir, M. Aboubakrine. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie et je souhaite par la même occasion une bonne fête d'indépendance à tous les Maliens qui suivent Al-Afia Hebdo. Très bien. Alors, nous avons le dernier invité. Il s'agit de Messaoud Ould-Brahika. Il est président de l'NCJM. Alors, monsieur Brahika, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Fabrice. C'est un plaisir. Un salut militaire à l'ensemble du peuple malien. Je le souhaite un très heureux fête de l'indépendance. Alors, 62 ans, je commence par vous. 62 ans d'indépendance du Mali. Sommes-nous réellement indépendants? C'est la question que se posent certains observateurs. Alors, Fédération du Mali, les causes de son éclatement, nous savons que nous étions en fédération, la Haute-Volta, le Dahomey, le Sénégal, en plus le Mali, mais il y a les deux qui sont partis tôt, dissuadés par la France et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Alors, sommes-nous réellement indépendants? Notre indépendance est un combat quotidien, c'est un combat permanent auquel nous devons continuellement adhérer, sous inspiration des précurseurs de cette indépendance, notamment Modibo Keïta, qui est un panafricaniste avéré, qui a marché pas pour le Mali, mais pour l'Afrique. L'ADN politique de notre pays, le Mali, nous envoie à l'unité africaine, nous envoie au travail pour que l'Afrique soit libérée, pour que l'Afrique puisse émerger. Donc, dans cet état d'esprit, nous nous disons qu'aujourd'hui, nous pouvons peut-être ne pas être totalement indépendants, sur certains éléments qui sont fondamentaux pour un pays par rapport, par exemple, au niveau économique, à la souveraineté monétaire, chose qui n'est pas encore acquise. Et parlant de la souveraineté monétaire, j'ai dit que c'est un combat générationnel, c'est un combat dans lequel beaucoup de jeunes intellectuels africains sont engagés depuis des décennies. Et nous espérons qu'un jour, nous allons pouvoir atteindre, en plus de l'indépendance politique, cette souveraineté monétaire qui serait gage d'une souveraineté totale de nos États. Et ce n'est pas seulement au Mali, mais dans les 15 frontières consommatrices du franc CFA, qui est jugée techniquement et de fond par les portées monétaires de cette monnaie comme un outil colonial. Alors, on va parler tout de suite à M. Messaoud Ould-Brahika. Alors, M. Aboubakrine Touré, 62 ans d'indépendance, est-ce que nous sommes réellement indépendants? Merci, M. Fabi. Je pense que la question mérite d'être posée, mais ce qu'il faut préciser ici, c'est que c'est une indépendance qui a fait un long chemin. Rappelez-vous quand même que l'invention française a commencé depuis 1857 à travers le royaume de Logo. Et c'est de 1857 à 1898 que la France a voulu malheureusement avoir l'emprise sur le territoire soudanais. Vous savez, avec la bataille sanglante de Mabou-Siré, c'est-à-dire en 1878, quand le roi Namoudi Sissoko a refusé de se mettre sous le commandement de l'armée française qui était à l'époque dirigée par le lieutenant-colonel Rimbaud, plus de 500 hommes de nationalité française ont voulu envahir le royaume de Logo. Vous n'êtes pas sans savoir que la pénétration française a commencé par là. Le royaume de Logo, c'est à 25 km de Caille,
à la rive gauche du fleuve Sénégal. Donc c'est de là-bas que la résistance est partie. Et d'ailleurs, pour la petite information, ce n'est pas issu des sources écrites, mais la date même du 22 septembre 1960 est venue de la bataille sanglante de Maboussoué du dimanche 22 septembre 1878. Okay. Il y a eu une bataille que... Vous parlez de 78. Oui, j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a eu une bataille pour un peu mettre l'emprise française sur le royaume du Logo. Okay. À Maboussoué, c'est cette bataille qui a symbolisé même le choix de la date du 22 septembre 1960. Okay. C'est-à-dire, cette bataille a eu lieu le dimanche 22 septembre 1878 et le jeudi 22 septembre 1960, le président Modibo Keïta, avec bien sûr l'Assemblée législative dirigée à l'époque par Yacouba Mega comme premier vice-président, ont proclamé l'indépendance. Ils sont partis de cette inspiration, de la bataille de Maboussoué. Vous voyez, donc c'est de 1857 à 1898, cette invention française s'est déroulée sur plusieurs années. Nous sommes encore dans la résistance. Nous avons des choses à corriger, notamment mon voisin de gauche avait parlé de la monnaie. Il y a des éléments qui caractérisent l'indépendance. Nous ne sommes pas aujourd'hui autorisés à dire que nous sommes indépendants économiquement. Mais je pense qu'au point de vue politique et institutionnel, les efforts sont abattus, qui sont inspirés de cette bataille dont je vous parlais tantôt, qui pensent que c'est une question en tout cas de détermination individuelle. Chaque Malien doit se comporter comme le roi Namoudi Sissoko qui en 1878 a refusé. Et cela a coûté 150 morts. Est-ce que vous vous comportez comme ça? Nous sommes tous, je n'ai pas besoin de le prouver sur cette table, mais je pense que c'est une question de conviction. Okay. Des hommes sont morts en 1878, 150 Maliens sont morts, qui sont arrivés à tuer plus de 50 militaires français, dont des sous-officiers. Tout cela pour dire que nous ne sommes pas prêts à nous mettre sur l'emprise française. Ils ont dit non à la domination française. C'est ce refus d'ailleurs qui continue aujourd'hui et qui est aujourd'hui prôné par les autorités en place. C'est une résistance qui va nous conduire forcément vers une indépendance économique. Parce que l'indépendance politique et institutionnelle peut être considérée comme un acquis. Ok, vous avez été compris, M. Aboubakry de Touré, M. Zégué Di Moussa Diarra. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Millennium Technology. Alors, selon certains observateurs, nous ne sommes pas toujours indépendants, et comme les autres l'ont dit, alors notre indépendance n'est pas à tous les domaines. Merci bien, M. Fabrice. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer une fois de plus tous les téléspectateurs de Alafia TV. Okay. Et également, à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, de rendre un vibrant hommage ici sur ce plateau à tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont battus, souvent auprès d'ultimes sacrifices, pour que le Mali soit. Okay. Alors, à cet effet, parlant de l'indépendance, je voudrais jauger cela sous un certain nombre d'angles. D'abord sur le plan économique, le plan politique, le plan social, mais aussi le plan qui intègre l'aspect sécurité et défense également. Alors, je dirais que de 1960 à nos jours, notre pays, au rythme d'énormes soubresauts, a connu beaucoup plus de moments où l'indépendance était mitigée que de moments où on pouvait réellement dire que nous sommes véritablement indépendants. Sur le plan économique, je pense que mes prédécesseurs ont eu à le dire, la question de la souveraineté monétaire reste encore sur la table. J'ose l'espérer que nous allons l'acquérir dans peu de temps. Sur le plan politique, je voudrais ici saluer, quand on essaie de regarder les récents événements politiques de notre pays, c'est maintenant qu'on commence à voir que sur le plan politique, nous commençons à prendre des décisions courageuses qui vont dans l'intérêt suprême de la souveraineté de notre pays et avoir le courage de le défendre contre vents et marées. Okay. Il y a eu beaucoup de temps où on disait que certaines décisions de notre pays étaient dictées de l'extérieur. Il y a beaucoup de pratiques qui se faisaient à l'égard de notre pays. Vous pensez que ce n'est plus le même cas aujourd'hui? Je pense qu'il y a un changement qui a déjà commencé. Ce n'est plus peut-être la France, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres puissances qui sont derrière? Pour ma part, je n'ai pas dit le nom d'un État de façon particulière, mais j'ai dit qu'à un certain moment,
il y a certaines décisions concernant la gouvernance même de notre pays qui semblaient être dictées de l'extérieur. Il y a certaines décisions que pour les prendre par rapport même à notre pays, on était obligé peut-être de regarder à gauche ou à droite. Mais moi, je pense que les récents événements, en tout cas de notre pays, prouvent à suffisance qu'il y a déjà un changement qui a été amorcé sur ce plan-là. Très bien. Et maintenant, sur le plan défense et sécurité, vous avez vu que autant le Mali a eu à intervenir dans certains pays pour apporter son appui dans le cadre de la défense et de la sécurité, autant également depuis quelques années aussi, notamment depuis le début de la crise, il y a beaucoup de forces armées de notre pays qui étaient dans notre pays aussi pour nous porter assistance. Et certains étaient même arrivés à croire que sans l'aide étrangère, notre système de sécurité et de défense est totalement défaillant ou inapte à pouvoir prendre la relève. Et je pense également que les résultats fort salutaires de nos vaillants FAMA, engrangés depuis un certain temps, prouvent à suffisance que, encore à ce niveau-là, l'armée commence en tout cas à aller vers l'offensive et, comme on le dit, la montée en puissance des FAMA. Très bien. Alors, vous avez été compris, M. Moussa Diarra. Alors, M. Ousmane Mohamed Touré, je rappelle que vous êtes analyste politique. Est-ce que vous avez la même lecture de ce que les autres ont dit sur l'indépendance de notre pays, le Mali? La question était, est-ce que le Mali est indépendant depuis les 70 années? Ouais. Et Sabou Siré, dont il parle, effectivement, Moudi Sissoko avait 90 ans, il faut rappeler ça. Okay. Qui s'est mis devant les gens pour dire que nous allons... Donc, je pense qu'il parle de l'ADN de résistance aujourd'hui de notre peuple. Le Mali allait être indépendant. Parce que quand Modibo Keïta avait pris le pouvoir, il ne faut pas oublier que Modibo Keïta avait dit qu'il faut qu'il y ait une union des pays pour aller à l'indépendance. D'autres ont voulu qu'il y ait d'abord l'indépendance et aller vers l'union. Donc Modibo Keïta était en avance. Et juste une parenthèse, vous savez que la lignée de conduite de Modibo, c'est que toute l'Afrique soit libérée du colonialisme, de l'impérialisme dans tout son sens. Et c'est pour cela que Modibo Keïta le Mali était l'arrière-garde de l'Algérie pour avoir l'indépendance de l'Algérie. Il faut que les gens soulignent cela. Quand on a tué, comment il s'appelle, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, ipso facto, a donné le passeport diplomatique à tous les combattants qui étaient considérés comme des ennemis de l'impérialisme. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Même l'option socialiste de Modibo Keïta. Juste une parenthèse, parce que les gens oublient. Quand la Guinée avait dit non, et le Mali n'avait pas dit oui, n'avait pas dit non dans une certaine mesure pour équilibrer les choses. Mais quand le Mali a pris l'indépendance, après l'éclatement de la fédération, les gens oublient que l'option socialiste que Modibo a faite était basée sur... Parce que c'était des gens qui avaient une certaine connaissance, qui avaient un niveau intellectuel. Parce que dans son essence, le capitalisme était tacite, le socialisme a été étudié. C'est scientifique, c'est une alternative au capitalisme. Ce n'est pas quelque chose qui a été tacite. Donc Modibo, qui avait le Mali, entre guillemets, qui avait l'indépendance normalement, pouvait aller directement avec la France, mais par réflexion de la sphère restreinte et de Modibo, qui était le socle de la réflexion, on a opté pour le socialisme. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Immédiatement, créer des conditions de monnaie nationale. C'est le socle de la souveraineté. Mais ce n'était pas un échec On peut aller dans le profond, dans le tréfonds du débat, mais je vous disais tantôt que le Mali allait être indépendant. C'est ça. Et il fallait tout de suite... On ne peut pas, les autres pays, il y avait des camps français qui étaient là. Modibo dit non, on ne peut pas parler d'indépendance si tant qu'il y a un seul soldat de notre pays sous laquelle notre armée sera sous la coupole de notre armée. C'est ça les jalons de l'indépendance. Mais un seul homme ne peut pas complètement être le dos de l'ensemble de la réussite d'un pays. Donc, l'indépendance, nous allions l'avoir, elle a été estompée par les attitudes de certaines personnes qui étaient dans la soupe avec l'impérialisme. On va développer tout cela. Ok, très bien. Alors, Fédération du Mali et les causes de son éclatement, on en parle. Est-ce que la Fédération, M. Braïka, la Fédération allait être une bonne chose pour l'ensemble de ces pays qui étaient là? Mais quelles étaient vraiment les causes de son éclatement? La Fédération était, je pourrais dire, le seul salut que pouvait espérer l'Afrique. Comme l'a dit le docteur Kwame Nkrumah, Africa must unite. Il a écrit un édifice africain.
Un édifice que j'invite tous les jeunes téléspectateurs qui nous suivent de lire et d'essayer de comprendre en profondeur, de façon analytique. En 1962, il écrit ce bouquin dans lequel il évoque toutes les grandes lignes évoquées par mon aîné, M. Zegedi Moussa Diarra, sur le plan politique, le plan social, le plan économique, le plan sécuritaire et militaire. Il parle en 1962, mais lorsque vous lisez cet écrit du docteur Kwame Nkrumah, qui était du même bord que le Modibo Keïta par rapport à la question de l'unité africaine et par rapport au cap développemental et politique que devaient adopter les États africains qui venaient d'accéder à leur indépendance, il dit, je cite, « Vous serez recolonisés comme vous l'avez été si jamais vous ne vous unissez pas. » Et aujourd'hui, la conjoncture géopolitique et géostratégique dans le Sahel, la remilitarisation des anciennes colonies par les anciens colonisateurs, la redistribution des matières premières africaines entre des multinationales des anciens colonisateurs donne raison au docteur Kwame Nkrumah. Et j'ai dit que ce bouquin, écrit en 1962, doit être un guide de la gouvernance africaine aujourd'hui, si nous espérons... Pour tous les pays africains. Pour tous les pays africains, sans exception. Sans exception. Parce que partout, les unions se sont créées pour poser les jalons d'un processus développemental qui a abouti à ce qu'on voit aujourd'hui comme ordre mondial. Et nous, tout le temps, quand vous parlez, par exemple, de la Fédération du Mali, tout a été orchestré dès le départ. La Fédération a duré exactement 2 mois. À partir du mois de juin, l'indépendance justement du Mali n'a pas été actée en septembre 1960. Non, c'est depuis juin. C'est depuis juin qu'elle a été actée. Modibo Keïta, conscient de l'enjeu stratégique et l'enjeu même existentiel, de la nécessité de s'unir, a tout de suite posé le premier jalon. Il y a eu l'union même Ghana-Guinée-Mali, avant l'union Mali-Sénégal. Tout ceci était dans un esprit de poser les jalons de ce qui pouvait protéger l'acquis qu'on venait d'avoir, l'indépendance. Le Modibo Keïta et le Kwame Nkrumah savaient que cette indépendance politique était embryonnaire de tous les autres acquis en termes d'autonomie et d'indépendance que doivent chercher à acquérir les peuples africains. Et c'est pourquoi j'envoie juste un petit message, parce que je n'ai pas le temps d'aller en profondeur des questions. Il faut lire les spécialistes en économie monétaire Robert Mendel, prix Nobel de l'économie en 1999, par rapport à ce qu'il pense de l'économie contemporaine. Ce qu'il a écrit qui lui a valu d'être prix Nobel en 1999, Modibo l'a expérimenté en juillet 1962 avec le franc malien. Donc à tous ceux qui disent que le franc malien est un échec, vous ne pouvez pas clamer l'échec de quelque chose qui gère le monde aujourd'hui. La politique monétaire du franc malien... Si ça n'a pas échoué, pourquoi nous ne sommes pas dans le franc malien aujourd'hui? Je vous donne un exemple. Modibo Keïta a utilisé le franc malien de 62 à son coup d'État en 68. Lorsque une chose est un échec, on ne la garde pas. Moussa Traoré, bien qu'il n'était pas d'accord avec la politique gouvernementale de Modibo Keïta, a utilisé le franc malien à plus d'une décennie. Jusqu'aux années 80. Vous voyez? Donc, s'il s'avère que le franc malien était un échec, Moussa Traoré n'allait pas le garder. Et je donne un exemple. L'État, quand même, c'est une continuité. Non, c'est une continuité, certes, mais dans le processus gouvernemental d'un État, ce qui ne marche pas, on le change. Et je vous donne un exemple, un autre exemple beaucoup plus pragmatique, pour qu'on puisse rester dans des aspects académiques du sujet. Vous faites le classement des 10 puissances économiques de l'Afrique. Il n'y a pas une seule parmi eux qui soit dans le même système monétaire dit du système de zone que celui du franc CFA. Parmi les 10 premiers, il n'y a pas un seul État consommateur du franc CFA. Okay. Tous les États qui venaient d'avoir leur indépendance, qui ont adopté la politique monétaire qui était celle de Modibo Keïta et de Kwame Nkrumah, ont tous aujourd'hui un niveau développemental au niveau économique beaucoup plus poussé que les 15 États consommateurs du franc CFA. Vous avez été compris, je crois que c'est sur la création du franc malien, on va revenir les avantages et les inconvénients, on en parle, mais pour l'heure, nous parlons des causes de l'éclatement de la fédération du Mali. Monsieur Aboubakry Touré, est-ce qu'il faut aujourd'hui recasser les frontières?
pour en faire une fédération? Je pense qu'il faut quand même tirer des enseignements de tous les échecs, de différentes tentatives de création de fédération. La fédération du Mali a été institutionnalisée de telle sorte qu'on a donné la présidence de l'Assemblée fédérale au président sénégalais Léopold Sédar Senghor, et Modibo occupait les fonctions de Premier ministre. Mais il y a eu des problèmes de leadership, des problèmes politiques avérés, parce que tout simplement, la France a voulu utiliser, selon des sources dignes de foi, utiliser nos frères sénégalais pour un peu avoir, en tout cas, son mot à dire dans le fonctionnement de la fédération. Alors que Modibo, dans sa conception, il pense que l'indépendance doit d'abord être culturelle. Il l'a dit lors de son discours de proclamation d'indépendance devant le congrès de l'Union soudanaise au Rassemblement démocratique. Son parti, c'était au collège technique de Bamako. Vous voyez, juste après que l'Assemblée législative ait donné son quitus. Il dit, il va à l'indépendance, mais il est encore plus important de lutter contre la colonisation intellectuelle. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'indépendance doit être d'abord culturelle au point de vue dans la conception du Modibo Keïta. Donc ce n'est pas malheureusement le même angle sous lequel le président Léopold Senghor projetait de conduire la fédération. Et dans l'architecture de gouvernance, entre un président de l'Assemblée fédérale et un Premier ministre très ambitieux, vous comprenez que si le Premier ministre émet des avis qui doivent faire l'objet en tout cas, qui doivent faire l'objet, qui doivent être légiférés, et que le président de l'Assemblée n'est pas pour, vous comprenez que le fonctionnement de la machine risque de s'estomper. Donc, tous ces aspects ont dû contribuer à l'éclatement de la fédération. Et il ne s'agit pas, c'était facile d'aller en fédération, mais c'est encore plus important de tirer les leçons de tous ces échecs. Parce qu'avant la fédération du Mali, il y a eu d'autres tentatives. Il a parlé, il a évoqué ces sujets. Les Ghana, le Mali et la Guinée ont voulu tenter autre chose. Ce n'est pas marché. Donc, et puis malheureusement, c'est des initiatives MFR. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller à l'éclatement des frontières. Pour revenir à votre question, il faut que les conditions de vie, la population, nos différentes populations ont plus besoin de quiétude, de sérénité, de développement, que d'éclatement. Les questions d'éclatement des frontières ne sont que des aspects politiques, alors même qu'il y a d'autres aspects qui doivent venir avant la politique. Comme on le dit, le développement passe par la route du développement. Donc il faut vraiment aller vers des investissements pour réussir nos ambitions. Alors, M. Ousmane Touré, M. Ousmane Mohamed Touré, les raisons de l'éclatement de la fédération, est-ce que vous en savez quelques-unes? Pourquoi la fédération n'a pas continué, n'a pas fait long feu? Parce qu'il y avait un problème de leadership. Modibo avait une vision claire de la chose socialiste, scientifique même. L'autre, il était l'arrière-garde des Français, parce qu'il maîtrisait de façon extraordinaire la langue de Molière. Donc il avait tous les sujets, les codes. Les codes. Non, mais c'est ça. Il parlait de culturel. Modibo ne dit pas les mots pour les dire. Hein. Et en plus, certains Sénégalais n'étaient pas préparés à ce que des gens, des sauvages mandingues, viennent chez eux et qui avaient des réflexions très avancées. C'est ça la triste réalité. Dans les maisons, les gens disent, mais comment se fait-il que ces mandingues, les Maliens, viennent ici pour changer notre façon de faire? Alors que nous avons les codes qui sont ancrés chez nous. Ça, donc il y avait un problème culturel. Bien sûr, foncièrement culturel. Et le leadership de Modibo était... On ne peut pas écraser le leadership de Modibo. Il était aussi grand dans la réflexion que dans la taille. Et tous ces phénomènes ont été à la base du fait que les gens ont commencé, en plus la France, bien sûr. La réflexion sénégalaise était surtout adossée aux intentions françaises. C'est ça la réalité, c'est un problème de leadership. Et d'ailleurs, des grands intellectuels sénégalais avaient dit clairement que la fédération a été biaisée dans son naissance par Senghor. Ça, c'est un. Deux, quand Modibo Keïta avait dit, dans un cadre un peu restreint, avait dit à Senghor qu'on ne peut pas se développer, on ne saurait se développer avec des experts français autour dans nos ministères. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Et
dans un pays où il y a des militaires français qui encadrent les gens pour faire les défilés militaires. On ne peut pas accepter cela. Donc, l'aisance de Modibo, la réflexion qui était chez lui très débordante, était quelque chose qui nuisait beaucoup Senghor et Dia, qui étaient là pour conspirer contre les Maliens qui étaient là. C'est comme ça qu'on a arrêté Modibo. Mais il faut se rappeler que les Maliens, surtout les femmes, voulaient marcher sur Dakar pour libérer Modibo Keïta. Ça, ce sont des faits qui sont là, c'est des faits historiques. Donc tout cela, à cela, on disait que Modibo était très trotskiste en ce moment. Alors que la réflexion de Modibo, il disait que nous pensons que c'est le socialisme qui est bon pour notre pays, tout de suite. Parce que on ne peut pas développer un pays, comme il dit, sous la coupole d'une autre phase financière comme le CFA. Il fallait rompre avec le CFA. Il fallait rompre avec les réflexes du colonisateur et créer des conditions de réflexion. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont ces problèmes de leadership. Et surtout que les Sénégalais pensaient qu'ils étaient les plus intelligents. Ils étaient plus intelligents que ces sauvages du Mali. Non, c'est le terme. C'est eux qui qualifient parce qu'en ce moment, quand il y a la lumière de la France, quand tu réfléchis bien, quand tu es dans la bonne réflexion... Donc, Modibo Keïta a été arrêté en complicité avec la France? Non, pas en complicité, en connivence avec la France. Ok. Très bien. Alors, les causes de l'éclatement de la Fédération du Mali, M. Zegedi Moussa Diarra, ça a forcément, l'éclatement a forcément des conséquences. Un éclatement qui est fort regrettable. À la suite de mes prédécesseurs, il faut reconnaître que Modibo Keïta, c'était un homme qui est un grand homme en avance sur sa génération. J'ai une fois suivi un reportage où l'ancien chauffeur de Modibo Keïta, qui était un Sénégalais, le jour où on a demandé à Modibo de quitter le Sénégal pour venir au Mali, quand il a conduit Modibo, quand Modibo est rentré dans le train, il est descendu avec Modibo, il est rentré. Et il y a un militaire qui lui a dit, on t'avait demandé de venir le déposer et de retourner avec le véhicule. Non seulement il est sorti du véhicule, il a rejoint Modibo dans le train, mais il dit qu'il est venu à Bamako également avec la clé du véhicule. Que c'est un autre qui va aller conduire le président Senghor, pas lui. Il préfère suivre Modibo Keïta. Et quand Modibo est arrivé à Bamako, quand il a été chaleureusement accueilli par les Maliens, il y a une phrase qu'il a dit, je cite, « Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'éclatement de la Fédération du Mali continueront à entendre le raisonnement du Mali tel un gong dans leur esprit. » Fin de citation. Très bien. Et le premier chef d'état-major de notre armée, le général Soumaré, il est également, Ablaye Soumaré, il est de Saint-Louis. Voici, entre autres, des Sénégalais qui ont accepté de suivre Modibo Keïta parce qu'ils croyaient en l'idéal de l'homme. Et lui et ses compagnons qui ont été à la base de notre première constitution, je pense qu'ils l'ont dit, et jusqu'à présent, ça existe dans notre constitution, que le Mali est prêt à abandonner une partie ou la totalité, à renoncer à une partie ou la totalité de son indépendance au profit de la décolonisation de toute l'Afrique. Donc, ce qui veut dire que, sans aucun doute, il avait compris que seul on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller très loin. Et même quand vous prenez aujourd'hui notre continent, l'Afrique, au niveau par exemple de l'Organisation des Nations Unies, le système de sécurité, comment ça s'appelle? Le Conseil de sécurité, nous sommes 54 États. Pas une seule place pour l'Afrique. Pour l'Afrique, comme membre permanent. Nous sommes au niveau du système des Nations Unies, chaque 2 années, on élit un pays africain ou deux pour siéger comme membre non permanent. Donc je pense que tout cela résume le fait que si nous continuons encore à subir beaucoup d'injustices, c'est parce que nous avons été trop désunis. Et donc l'éclatement, l'une des premières conséquences, c'est que nous sommes partis de façon éparpillée et nous nous sommes rendus encore davantage vulnérables aux yeux de l'ancien colonisateur. Très bien. Alors nous allons clore avec ce sujet et aborder rapidement rapidement l'adoption du socialisme par le président Modibo Keïta. Alors monsieur Ousmane Mohamed Touré, vous avez forcément lu le personnage, vous l'avez suivi. Le socialisme, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je disais à l'entame de mes propos que le socialisme, déjà, c'était une réflexion à l'alternative capitaliste. Donc,
on a créé des conditions de réflexion. Mais et vous savez, le socialisme. Attendez, je vais sur la ligne de conduite de Modibo Keïta du socialisme. Okay. Vous savez, le Mali n'était pas forcé à aller vers le socialisme parce que le Mali, comme la Guinée, contrairement à la Guinée, qui était dans l'obligation de faire une nouvelle façon de faire, soit le socialisme, la révolution, tout ça là. C'est-à-dire le Mali pouvait faire l'option de façon tranquille, aller vers le capitalisme, être accompagné. Modibo et ses amis, parce qu'il ne faut pas oublier, quand le Mali a pris l'indépendance, on n'avait pas plus de 10 médecins, on n'avait pas plus de 14 ingénieurs, on n'avait pas plus de 7 économistes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Rompre avec le système du dictat français ou continuer avec la même façon? Parce qu'il faut qu'on se rappelle de quelque chose. Dans ce pays, qui est-ce qui a fait la monnaie? C'est Modibo Keïta. Dans ce pays, la plus grande réforme de l'éducation jamais effectuée en Afrique, c'est Modibo qui l'avait effectuée. On était de 5% ou 3%, on est arrivé en 91 à 19%. Et de 91 de 68 à 91, le Mali est à 21%, soit 4% ou bien 3% de plus. La vision de Modibo, socialiste, qui était l'alternative scientifique, qui était quelque chose dont les gens réfléchissaient pour résoudre la stratégie de survie des gens. Parce qu'on était dans un misérabilisme crasse par rapport à l'Occident, par rapport à la France. On a créé des conditions pour aplatir toute tentative de réflexion, de mettre de l'ordre dans l'économie de notre pays. La réflexion était que plus tu es socialiste, plus tu as de la réflexion, plus tu n'acceptes pas l'ordre. Parce que notre indépendance, nos indépendances ont été données pour encore créer des blancs à l'intérieur de notre pays qui connaissaient mieux notre population et qui étaient capables de les subjuguer facilement. C'est ça la triste réalité. Donc il fallait rompre d'abord avec la... C'est pour ça qu'on a parlé de pays non alignés. Parce que Modibo n'avait pas dit clairement, avait dit clairement que nous ne sommes pas des gens de bloc. Mais le système qu'il appliquait ici, c'était le socialisme. On appelle ça le socialisme avec vélocité. On a créé dans tous les domaines dans ce pays, des usines, des industries, je veux dire, dans tous les secteurs. Maintenant, le franc était adossé à des choses que les économistes avaient étudiées. Il y avait des problèmes et des conspirations contre le Mali. Donc, ça ne pouvait pas... Modibo a apporté à quelqu'un... C'est vous qui avez dit qu'effectivement, si c'était mauvais, on allait quand même rompre directement... Après le coup d'État, directement, ils ont été voir. Parce que tu sais, tout ce que nous disons là, les gens ont des discours mielleux, mais leur comportement est autre chose. Au temps de Modibo, quand on a fait le coup d'État, on a été voir d'abord. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont été voir à la banque, qu'est-ce que Modibo avait comme argent? Ils ont trouvé 36 000 francs maliens qu'il préparait pour acheter le mouton de sa maman qui revenait de droit et de religion de lui. Ils ont tué cela, ils ont fait motus sur cela, ils ont été conspirer pour dire qu'à Koulibaly, là où Modibo était, il y avait des diables, il y avait du sang pour subjuguer les esprits moindres qui ne comprennent pas parce que nous sommes d'un pays où, comme on dit, comme j'ai l'habitude de dire, on est à 95% de musulmans, 5% de chrétiens et 100% de fétichistes. Donc, je disais, non, en ce moment, je parle des moments. Donc, le socialisme était une option normale. La liberté de monnaie, la liberté de structurer, de restructurer l'armée. Je suis très content qu'il parle des Sénégalais qui sont revenus. Mon beau-père vient du Sénégal. C'était un expert comptable qui a été conseiller à Modibo Keïta. Et vous savez, ces gens-là sont venus parce qu'ils étaient dans le bon droit et la séduction pragmatique de Modibo a amené beaucoup de Sénégalais à accompagner Modibo Keïta. Donc on avait dit de rompre. Vous savez, le temps est... Ne nous donnez pas des miettes pour parler de l'indépendance du Mali. Chacun d'entre nous. Non, mais c'est ça la réalité. On est toujours calé parce qu'on a beaucoup. Comme on dit, l'émotion, c'est la vérité. Quand on parle de Modibo Keïta, parce qu'aujourd'hui, l'ADN qui circule, quand je vois des jeunes qui te parlent, qui te despècent, qui te désossent le système capitaliste, mais je suis content parce que c'est ça, ça fait partie de notre ADN, de résistance, d'être quand même des phares pour toute l'Afrique.
Je veux pas, quand on parle, il faut avoir pitié des gens qui ne parlent pas. Alors, monsieur Ousmane Mohamed Touré, vous avez été compris, je rappelle que vous êtes analyste politique. En tout cas, nous avons tiré... Directeur de publication du journal Le Point. Ah, ok. Directeur de publication du journal Le Point. Alors, vous avez été compris, monsieur Braïka. Alors, le socialisme pour vous, c'est quoi en fait? Merci beaucoup, monsieur Fabrice, pour la question. Je suis sous l'émotion de ces dires ô combien importants. Socialisme ou capitalisme, le tout dépend de votre seuil développemental. Où en êtes-vous? Okay. Vous avez à choisir dans un monde où on appelle à l'éducation, comme le dit Madiba Nelson Mandela, l'arme la plus efficace pour changer le monde est bien l'éducation. Donc vous avez quelque part à choisir entre l'école pour tous ou l'école pour ceux qui en ont les moyens. Vous avez à choisir à suivre un schéma qui n'est pas le vôtre ou créer votre propre chemin. Et le socialisme modibiste, comme j'aime l'appeler, qui n'est pas un socialisme calqué à un autre système importé, mais une production locale, consommée localement, et ce dont le Mali avait le plus besoin. Et la plus grande catastrophe historique de notre pays, pour moi, reste et demeurera le coup d'État de 1968. Parce que le train a bien décollé, mais malheureusement, il a très mal déraillé. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains Maliens qui n'ont pas bien compris Modibo Keïta? Je vous dis, monsieur, vous savez, vous m'avez posé la question par rapport à la fédération du Mali. J'ai beaucoup insisté sur la monnaie, le multinational. C'est la force de frappe de l'impérialisme. L'impérialiste est un caméléon qui se cache dans tous vos secteurs de développement, qui fait tout pour taire ceux qui ne font pas son affaire. Modibo est méconnu des Maliens. Les Maliens ne connaissent pas Modibo. On sait bien que c'est le fils de Déba Keïta. Oui, je l'affirme haut la main, sans hésitation. Les Maliens ne connaissent pas Modibo. Savoir la date de naissance d'une personne, qui est son père, quel est son parti politique, n'est pas connaître la personne. Connaître et embrasser sa vision est réellement connaître la personne. Okay. Et Modibo, c'est cette grande école de politique monétaire. Modibo, c'est cette grande école de diplomatie. Le seul Africain qui a pu interférer dans le conflit du sable opposant l'Algérie et le Maroc jusqu'à ce jour, signé à Bamako. La grande diplomatie. Modibo, qui était au secours de ses frères africains, encore resté dans l'emprise de l'impérialisme et de la colonisation, qui n'a pas pu de poser les jalons de ce qu'on chante aujourd'hui fièrement comme hymne national, où nous citons notre dévotion et notre résolution à mourir pour l'Afrique et pour le Mali. Adopté en 1961, cet hymne national n'est pas un hymne malien, mais un hymne africain. Vous les chantez là où vous voulez, l'Africain se retrouverait identifié à cet hymne national. C'est comme si vous avez côtoyé Modibo Keïta. Modibo, c'est tout ce que j'ai toujours espéré. J'ai été en exil à la recherche de la connaissance, mais je me suis rendu compte que c'était une erreur d'aller. Il me suffisait que d'avoir dans mon école Modibo enseigné et je n'ai besoin d'aller dans n'importe quelle université du monde. Et j'espère qu'un jour, Modibo serait étudié dans les universités maliennes comme les modèles occidentaux sont enseignés. Parce que quelque part, ce dont l'Afrique a toujours été victime, ou disons ce dont les peuples noirs ont toujours été victimes, n'est autre que spolier leurs connaissances et en faire un outil de luxe pour eux. Très bien. Modibo Keïta, c'est une école. Okay. Ce qu'on enseigne aux gens aujourd'hui dans des manuels comme étant des œuvres d'experts ou de spécialistes occidentaux, ce sont des choses qui ont été déjà pratiquées par Modibo. Encore restera-t-il d'avoir la volonté politique de l'enseigner. Et je profiterai de cette occasion symbolique de l'indépendance pour dire à mes frères maliens, à mon identité malienne, de se réveiller. Il est temps que les modibistes... De se réveiller pour faire quoi? Je vous explique. Le Mali est malheureusement un peuple politiquement segmenté en fonction de la chronologie politique de notre pays. Ceux qui sont de l'école de Modibo Keïta, c'est une erreur, je n'en fais pas partie. Et les vrais modibouistes n'en font pas partie. ont une dent contre ceux qui ont fait le coup d'État. Il y a le parti de Moussa Traoré, le parti de Amadou Toumani Touré, le parti de Alpha Omar Konaré, le parti de Ibrahim Boubacar Keïta, le parti de Assimi Goïta.
C'est comme ça que notre peuple est segmenté. Et si nous voulons les salir, il est temps que nous supprimons ces frontières intérieures. Modibo est parti, il n'est plus là. Son vœu le plus cher est que nous embrassions celui qui se revendique de Moussa Traoré pour qu'ensemble nous allions vers l'émergence tant espérée. Ibeka n'est plus là. Amadou Toumani Touré n'est plus là. Celui d'Amadou Toumani Touré qui déteste celui d'Ibrahim Boubacar Keïta n'a rien compris de ce que veut Amadou Toumani Touré. Comme celui d'Ibeka encore. Donc il est important qu'aujourd'hui le peuple malien dans sa composante politique, dans le respect de la diversité, puisse embrasser la nécessité de l'unité et non du rassemblement opportun. Il faut que nous ayons vers cette unité pour poser les jalons. Très bien. Tout ne peut pas être... Monsieur Braïka, vous avez été compris, on va revenir... Merci beaucoup, monsieur Fabrice. Merci beaucoup. On va revenir sur ça. Alors, le socialisme, pourquoi avoir adopté le socialisme? Vous savez, Braïka l'a dit tantôt, le socialisme, c'est avant tout celui de Modibo. Je veux dire, c'est mettre les citoyens lambda au cœur de la politique de l'État. Okay. Modibo avait compris qu'il ne peut pas avoir d'économie sans jouer sur les exportations. C'est pourquoi il a créé la SOMEX, la Société malienne d'importation et d'exportation. Okay. À l'époque, Modibo avait créé aussi l'OPAM, l'Office des produits agricoles du Mali, pour pouvoir mettre à la disposition de tous les Maliens la sécurité alimentaire était une réalité. Il y a d'autres, la Comatex, la Société malienne de textile, pour développer tout ce qui est produit chez nous. Donc le socialisme, c'est tout ça. C'est accompagner la production locale. C'est permettre à ce que les prix des denrées alimentaires soient fixés par l'État. Aujourd'hui, malheureusement, l'État, à travers les services techniques, joue les gendarmes pour aller obliger un commerçant à appliquer un prix décidé par l'État. Autant de Modibo, ce n'était pas possible parce que c'est l'État même qui vend. Donc le socialisme de Modibo Keïta est un socialisme, il l'a dit, qui n'est pas scientifiquement étudié, mais qui a fait l'affaire des Maliens. On a besoin de ça pour quand même subvenir aux besoins fondamentaux de l'ensemble de la population. Modibo, c'est vraiment une école. Il faut l'enseigner pour que les politiques, dans leur ensemble, tout ce qui aspire un jour à conquérir le pouvoir, à l'exercer, doivent s'inspirer de Modibo. Très bien. Alors, merci beaucoup. Création du franc malien. Avantages et inconvénients, on aborde le sujet. Ce sujet maintenant, la création du franc malien. Tous ceux qui ont voulu créer le franc, toujours dans la zone où c'est les Français qui ont colonisé ces zones-là. Nous prenons le cas du Togo, c'est Balous Olympio qui a été très vite assassiné. Il y a aussi de l'autre côté Thomas Sankara qui a beaucoup de vision anti-impérialiste qui a été très vite éliminé. Il y a Modibo Keïta qui est aussi à qui on a fait un coup d'État. Création du franc malien. Est-ce que c'est ça un avantage? Même si les autres ont déjà dit que c'est une bonne chose. Mais pourquoi c'est arrêté? Mais je pense que l'expérience l'a déjà démontré. De 1960, en 62 déjà, c'était 62, 1962, jusqu'après le coup d'État de 68. Le franc CFA continue à exister, comme l'on dit, mais jusqu'à les années 80. Jusqu'à les années 80. Alors, si c'était une mauvaise chose, certainement l'une des premières choses, également après le coup d'État de 68, aurait été de s'en débarrasser. Pourquoi le franc malien n'est pas là jusqu'à aujourd'hui? Alors, je ne saurais réellement répondre à cette question, mais je dirais que... Alors, voilà. Vous passez la main à... Voilà. Ce que je peux dire, c'est que jusque-là, peut-être nous avons pendant longtemps hésité à nous assumer pour aller vers une voie de souveraineté monétaire. Très bien. Sinon, le fait d'être aujourd'hui dans la zone CFA a beaucoup plus de conséquences par rapport à notre stabilité économique, par rapport à notre développement. Nous savons aussi que la Guinée a son franc, mais la Guinée est aussi un pays pauvre. Ça veut dire tout simplement peut-être que celui qui a un pays qui a sa monnaie ne veut pas dire que vous sortez de l'ornière. Alors, Monsieur Ousmane. Mais excusez-moi. Non, je vais en faire, allez-y. Vous savez, avec Modibo, on ne peut pas parler de façon très académique. Il faut prendre des exemples, des trucs. C'est ce qui pourrait faire... pour avoir accès au peuple malien, aux gens qui nous écoutent. Tout d'abord, il faut savoir les vertus, parce que dans notre pays aujourd'hui, les vertus sont devenues des poids. Aujourd'hui, vous savez qu'au temps de Modibo, si un membre je reviendrai, du Rassemblement démocratique demande un poste, il ne l'aura plus. Parce que cela veut dire qu'il était en guet-apens
pour attendre le poste et massacrer quelque chose. Les vertueux, Modibo passait ses vacances, tu sais, sur les dunes de sable de Gundam de Tombouctou. Parce qu'il avait enseigné à Tombouctou, à Kabara précisément. Vous savez, toute personne qui se permettrait d'extravertir quelque chose, parce qu'à partir de ta position, tout de suite, tu es arrêté. Et vous savez, il y avait opération taxi, tout ça là. Quand on parlait, quand Modibo disait, dans un pays comment on appelle ça, dans un pays de risée, c'est le festival des brigands. Donc tout ça, c'est ça qu'il faut voir de façon anecdotique, raconter Modibo. Parce que l'autre partie, c'est académique, que nous, chacun d'entre nous, pourrait créer des conditions pour que les gens aient accès à Modibo. Sinon, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que le franc CFA, ça marche? Ça ne marche pas. La Guinée, c'est un faux exemple, parce que la Guinée est complète. Non, parce qu'il y a les réflexes du colonisateur français. La Guinée, le franc guinéen, en même temps, ils ont une chance. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Maintenant, peut-être que, je vous dis, en Guinée, à Conakry, on achète avec du dollar. On fait tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette réflexion économique bien atterrie pour donner une certaine souveraineté. Je n'accuse pas la Guinée, c'est un pays frère. Mais je suis en train de vous dire que ça ne pouvait pas se passer au Mali. Parce que le Mali était dangereux sous Modibo Keïta. C'est pour ça qu'on a cherché à faire le coup d'État. Modibo Keïta a envoyé Moussa Traoré pour former les gens de l'ANC en Afrique du Sud. C'est pour ça que l'une des premières visites de Nelson Mandela, c'était au Mali. C'est pour remercier. Le Mali était l'arrière-garde. L'armée, le FLN tapait les Français et venait. Et je vous dis une anecdote qu'il faut que vous sachiez. Quand le problème du FLN avait commencé, De Gaulle a envoyé un émissaire, Focard, qui est le gars Ils ont demandé à Modibo de ne pas aider l'Algérie, qu'ils vont assurer 10 ans de salaire des fonctionnaires maliens. Modibo a refusé. Il a dit, j'ai compris. Le lendemain, il a demandé de chercher une maison à Gao pour que le FLN réside. Bouteflika était là-dedans. Ça, c'est... Modibo, on ne peut pas jauger la réalité de frappe. Donc, Modibo était devenu un ennemi. Je vous disais il a donné au docteur Moulela tout l'ensemble des gens de Patrice Lumumba, des passeports diplomatiques pour qu'ils puissent parler de leur pays. C'est ça, c'est ça qu'il faut. Il faut imaginer Modibo Keïta pour que les gens comprennent. Sinon, tous les débats intellectuels, académiques qu'on va atterrir, les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi Modibo n'a pas été compris? Parce qu'il était en avance, quelqu'un l'avait dit. Vous savez, Modibo a reconnu qu'il y a eu des erreurs. Mais Modibo était d'une clarté de cœur. Fildabo était son ennemi. Fildabo, les gens sont en train de... Il a envoyé pas mal de personnes aussi en prison. Mais laissez-nous avec le problème de prison, de droits de l'homme, tout ça là, qui ne correspondent pas à toute la réalité. Vous savez, Fildabo a déchiré l'argent du Mali, qui est une souveraineté du Mali. En France, il sera condamné. Modibo, malgré que Modibo a fait des erreurs, mais on continuait à vendre le livre de Fildabo et on donnait l'argent à sa famille. Parce qu'il dit que ça n'a rien à voir, ses œuvres intellectuelles n'ont rien à voir avec ses actions politiques. C'est ça, Modibo. L'élégance dans ce qu'il dit. Moi, j'ai étudié dans un pays de l'Amérique latine, très profond. Le président Castro m'a dit c'était le meilleur de toute l'Afrique, pour lui-même, de lui, contre lui-même. Parce que c'est l'expression qu'il disait, il était de grande taille et de réflexion. Et il avait demandé il est mort en 1977, vous savez. Ce n'est pas une anecdote. Le médecin qui aurait inoculé Modibo pour qu'il meure, c'est inoculé le restant du seringue. Et il est décédé. On a trouvé Faran Samaké, docteur Faran Samaké, dont son fils était un ami. Il s'est pratiquement inoculé le restant. C'est ça qu'il faut dire aux gens, pour qu'il y ait des émotions. C'est sous l'émotion que les réflexions sortent. Mais quand on rentre... Dis la vérité ou fait sortir de l'émotion chez les gens. Non, l'émotion, c'est la base de la vérité. Maintenant, le raisonnement, il faut mettre une dose de raisonnement, l'émotion. Très bien. Alors, vous voulez vous prononcer sur ça, sinon on passe à d'autres sujets. Bien sûr, pour rajouter techniquement, l'exemple de la Guinée, c'est un exemple qu'il faut abandonner. Parce que, je viens. Pourquoi? La seule souveraineté monétaire n'est pas gage de développement. Elle est accompagnée par une politique entrepreneuriale qui assure la création d'une industrie locale apte
et de taille à concurrencer l'industrie internationale dans un monde de globalisation. Je vous donne un exemple. Okay. Le taux d'intérêt de nos banques nationales auprès de la BCEAO sont des taux qui varient de 4 jusqu'à 5%. Ça, c'est nos banques nationales. Les banques nationales des 15 États consommateurs différents CFA sont des petites et moyennes entreprises comparées à un particulier en France. Parce que le taux d'intérêt en France est de 0,88%. En bas du taux estimé en termes de gestion d'entreprise de ce qu'on appelle l'accès à un investissement propice à l'entrepreneuriat. L'entrepreneur en Afrique, il a des prêts pour investir dans l'industrie allant jusqu'à 10 ou 15%. Dans un monde où il y a la suppression des frontières pour la vente des produits et la concurrence des entreprises, quelqu'un qui prend un taux d'intérêt de 0,88% peut produire en France, payer toutes les taxes douanières, etc. et vendre moins cher que vous au Mali. Et c'est cette politique de domination économique des puissances impérialistes que Modibo avait vu avec les francs maliens. Et l'exemple que j'ai cité très clairement, c'est facile de dire la Guinée, mais les produits intérieurs bruts des 15 États consommateurs du franc CFA sont les produits intérieurs bruts les plus médiocres de l'Afrique. Je vous donne un exemple pas loin. D'accord? Le produit intérieur brut du Mali, estimation 2018, est de 15 milliards de dollars américains. Les chiffres d'affaires d'une entreprise, on peut prendre, il y a Total qui est jusqu'à dans les 209 milliards de dollars américains. La multinationale italienne Eni qui est dans environ 62 milliards de dollars, chiffre d'affaires annuel, comparé à un produit intérieur brut. Ce sont là des questions qu'il faut se poser en tant que jeunesse intellectuelle africaine pour savoir vers quelle marche nous allons. Et je l'ai dit, ce n'est pas un combat contre la France. Aujourd'hui, nous sommes dans la conscience absolue que le Mali et la France ont un cordon ombilical qui les lie dans un sens. Le sens que nous avons des Maliens qui sont mariés à des Françaises mariées à des Maliens. Nous avons cette histoire qu'on ne peut pas effacer. Mais de façon objective, en tant que des hommes dans le désir de maintenir une relation de courtoisie et d'échange entre peuples, réfléchir à ce qui est dans l'intérêt commun de tous. Toute relation qui se fait dans l'oppression ou le piétinement de l'intérêt d'un des participants à cette collaboration, cette coopération, est néfaste pour ce qu'on appelle une union ou bien une solidarité durable. Et l'Afrique ne dort plus. Les jeunes sont formés dans des grandes écoles d'économie où ils écrivent, ils comprennent, ils font les études comparatives, ils comparent les systèmes. Et aujourd'hui, le slogan financé par l'impérialisme de dire que non, si vous sortez, il y a l'inflation. L'inflation est le dernier des objectifs économiques. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'outils de développement capables de créer des entreprises. Nous avons les taux les plus élevés du chômage. On dit un jeune, un emploi, c'est un faux slogan. Lorsque vous créez des entreprises, vous créez forcément de l'emploi. Et il faut créer les conditions économiques politiquement décidé pour qu'on puisse réussir l'entrepreneuriat. Alors vous avez été compris, M. Braïka, merci. Alors nous abordons un autre sujet de cette émission spéciale consacrée à l'indépendance, rôle des femmes dans la session à l'indépendance. Alors les femmes ont vraiment joué un rôle très important. On peut ne pas manquer de citer Awa Keïta. Oui, Awa Keïta, elle est icône dans la lutte menée par les femmes. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, la question n'est pas de vouloir coûte responsabiliser la femme. Parce que la responsabilisation de la femme passe par d'autres défis. Celui du relèvement du niveau d'études, de l'alphabétisation. C'est pourquoi on dit qu'il y avait une politique ici qui a été prônée par le président Alpha qui consiste à envoyer les petites filles à l'école. Il faut quand même que la femme soit épanouie dans sa dimension intellectuelle. Elle ne peut pas contribuer au développement si elle n'est pas épanouie. Il faut les entraîner vers des enjeux politiques. Il faut qu'elle, en tout cas, elle postule à des postes électifs.
s'intéresse à la vie publique, à la vie politique. Il ne s'agit pas de décréter que la femme puisse contribuer au développement du pays. Non, il y a des préalables qu'il faut poser. Il faut continuer à mener les différentes politiques qui sont menées aujourd'hui par les pouvoirs en place, qui consistent à créer des conditions, par exemple, même dans l'attribution des bourses, il y a en tout cas des traitements de préférence qui sont faits aux jeunes filles. Tout ça là, c'est des bonnes politiques qu'il faut encourager, mais il faut quand même, en tout cas, responsabiliser la femme en tant que membre de la société civile. Très bien. Aujourd'hui, M. Fabrice, la femme ne doit pas être le seul acteur du développement. Il faut une symbiose entre, en tout cas, la sincérité. Je l'ai dit, il y a beaucoup de fléaux, on n'a pas eu l'occasion de les aborder ici. On ne peut pas vouloir un développement et poser des actes qui contrarient ce développement. Des actes qui contrarient ce développement, c'est quoi? C'est pratiquement abandonner l'école, la formation des ressources humaines. C'est important. On ne peut pas avoir de développement si on n'a pas de spécialistes de développement. Et il faut les former. Une bonne formation est nécessaire. Que ce soit un homme ou une femme, il faut cette bonne formation. Je pense que la femme doit jouer tout son rôle. Aujourd'hui, les femmes sont les plus nombreuses au point de vue statistique. Elles doivent pouvoir peser dans la balance pour imposer leurs volontés et prendre en charge les enjeux de développement à travers, en tout cas, des organes de direction élective. Merci beaucoup, M. Zegedi Moussa Diarra. Les rôles ont joué forcément un rôle très important dans la session de l'indépendance du Mali. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la femme se responsabilise davantage? Merci, mais je pense qu'il faut d'abord rendre hommage à un certain nombre de ces femmes-là. Vous avez tout de suite parlé de l'emblématique Awa Keïta, qui fut la première femme députée, au niveau en ce moment c'était le Soudan français, voilà, et qui a même connu la prison compte tenu d'un certain nombre de prises de position avec ses camarades de l'ISRDA, dont Modibo Keïta. Je pense également ici à Mme Feu Sira Diop également, qui a énormément joué des rôles importants aussi. Mais au-delà de ces deux femmes, je voudrais un peu revenir encore en arrière pour penser par exemple à Momo Traoré de Sikasso, également à la reine Kaina, au niveau de, je ne sais pas, c'est Kidal ou en tout cas au nord, qui était une reine Touareg, c'est ça? Exactement. Voilà. Et quand on essaie de prendre également les médailles d'or de l'indépendance de notre pays, 414. Et là, il faut encore saluer la grandeur de l'homme Modibo Keïta. Il avait la possibilité de s'octroyer une médaille d'or de l'indépendance, chose qu'il n'a jamais voulu faire. Et je pense que c'est à titre posthume, en 2010, lors de la fête du cinquantenaire, que le président Feu Amadou Toumani Touré s'est rendu pour aller remettre cette médaille-là à son épouse, paix à son âme également. Et quand on prend également, donc, pour revenir, ces 414 médailles d'or de l'indépendance également, on voit qu'il y a bon nombre de femmes qui ont figuré et qui ont vraiment donné le meilleur d'elles-mêmes afin qu'on puisse en arriver là. Alors aujourd'hui, pour revenir à votre question, ce qu'il faut faire pour la responsabilisation de la femme, je pense qu'il faut que de plus en plus on essaie de mettre les femmes au cœur de tous les processus du début jusqu'à la fin. Vous êtes DG d'une société, est-ce que vous le faites? Bien évidemment. Au niveau de l'entreprise Millennium Technologies, sur un personnel de 65 personnes, nous avons 38 qui sont des femmes. Il est parti au-delà des 30%. C'est déjà bien. Donc il faudrait également que vis-à-vis des femmes, qu'on puisse joindre les actes aux paroles. Vous avez vu aujourd'hui que je pense qu'il y a un quota qui a été adopté par rapport à tout ce qui concerne les postes électifs, les postes nominatifs. Mais on voit qu'assez souvent, on ne respecte pas. Il y a un déphasage entre ce que nous-mêmes nous prenons en faveur avec les textes et ce que nous faisons également. Mais souvent, c'est les ressources qui manquent. Souvent, c'est les ressources qui manquent. Très bien. Oui. Moi, d'abord, je ne suis pas d'accord avec le quota. Le quota qu'on donne 38. Mais c'est une bonne chose si ça peut. Parce que pour moi, si les femmes sont responsables, ils ont un niveau intellectuel, si elles peuvent être. Tout le gouvernement peut être des femmes qu'on les nomme parce qu'ils ont des capacités intellectuelles pour diriger. C'est ça mon option, moi. C'est ce que je pense. Mais puisque l'autre idée surplombe et c'est devenu la mode. Politique déjà. Ouais. Donc, sinon, pour moi, on ne peut pas. Moi, quand nous étions... Si c'est les femmes qui le méritent... Oui, mais les gens doivent avoir leur poste, pas par rapport au symbole, par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Ça, c'est une option... C'est ma façon de voir. Et je l'ai dit, ça a beaucoup frustré des femmes une fois. Mais après, quand j'ai expliqué, j'ai dit, mais vous, soyez président de la République, la première ministre femme. Mais qu'on ne rentre pas dans ça, parce que ça crée une certaine paresse intellectuelle. Alors qu'il y a des femmes, dans nos classes, des femmes nous ont damnés.
Moi, il y a une femme qui m'a damé quand j'étais premier. Elle a dit, mais c'est vrai, il ne faut pas voir les gens comme ça. Maintenant, le processus mondial, capitaliste, tout ça là, c'est ça. Les femmes, les trucs, on va jusqu'à opposer. Mais c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais l'indépendance de la femme doit être arrachée par la femme. Il n'y a pas question que les autres soient là pour les encadrer, pour qu'elles soient indépendantes. À leur place. Ça, c'est un. De deux, le Mali, même en 1878 dont il parle, c'est les femmes qui chargeaient les munitions pour les trucs de flèches pour les hommes. Les femmes, ce sont des femmes de terrain. En 91, ce sont les femmes qui ont libéré. Parce que c'est les femmes qui avaient marché. Donc, c'est des gens qui vivent avec... Parce que nous tous là, nous avons l'ADN des femmes. C'est notre femme, la femme malienne est une femme de référence. Elle est capable de vivre et de mourir pour ses enfants. Donc c'est comme ça qu'il faut intégrer les choses. Et c'est des gens qui ont des capacités intellectuelles de réflexion extraordinaires. Quand on le dit, chez nous, en Soleil, on dit quand tu butes sur la femme, c'est toi qui es foutu. Quand elle bute sur toi, c'est toi qui es morte. Donc c'est comme ça, la femme doit être dans une certaine valeur sans qu'elle ne soit supérieure ou égale à la femme, à l'homme. Donc maintenant, l'autre, c'est un cadre restreint de gestion familiale. Est-ce que vous voyez? Donc les femmes ont toujours joué un rôle extraordinaire dans l'indépendance de ce pays. Et on ne peut pas parler de tout, parce que les miettes ne suffisent pas. Mon petit frère, il est prolixe, et lui, moi aussi, donc on ne peut pas continuer à beaucoup parler, sinon ça mérite d'avoir beaucoup de... Nous allons aborder le dernier sujet de cette émission spéciale consacrée à l'indépendance de 1968 à aujourd'hui. Nous avons connu 4 coups d'État en plus de 30 ans de démocratie. Alors, les politiques ont-ils vraiment échoué? C'est la dernière question, la dernière ligne droite de cette émission. Je reviens à M. Messaoud Ould Brahika. Les politiques ont-ils vraiment échoué? Les militaires ont pris leur place? À savoir si les militaires ne sont pas aussi politiques. C'est une question à se poser. Le Mali, depuis 1968, et bien avant 1968, dans tous les pays du monde, toutes les nations du monde, les militaires ont un rôle cardinal. Mais cependant, le dépassement de fonctions est quelque chose de très dangereux et quelque chose qu'on ne peut jamais, on ne doit jamais soutenir. Chose qui est différente de ne pas soutenir l'élan patriotique qui peut être pris par des dirigeants souvent putschistes. Mais c'est une mauvaise école. Parce que, oui, c'est une très mauvaise école. Parce que les coups d'État ne sont pas des coups d'État de l'X, comme c'est fait par le président de la transition Assimi Goïta. Il y a des coups d'État qui conduisent le pays à des chaos, des guerres civiles, des bains de sang, déstabilisation économique dont le rattrapage peut nous prendre beaucoup d'efforts. Donc le coup d'État d'Assimi Goïta, c'est civilisé? Bon, je ne dis pas que c'est civilisé, c'est mesuré dans certaines normes. Il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu de saccage de biens privés. Ça a été en quelque sorte cadré. Mais c'est une mauvaise école que lui-même, il le dit. Le président Assimi Goïta a même dit qu'il veut veiller à ce que notre pays puisse aller sur des rails pour qu'on ne puisse plus jamais connaître des coups d'État. Et d'ailleurs, tous les putschistes le disent, si le discours est sincère. Donc, la reconnaissance publique d'un mal ne doit pas faire objet de soutien par ceux qui nous suivent. Les dérèglements au niveau gouvernemental, tous les coups d'État, et vous avez seulement parlé des coups d'État réussis, il y a beaucoup de tentatives de coups d'État. Le Mali en est à 8 ou bien 9 avec la récente tentative contre Assimi Goïta. Bon, si ce n'est pas consommé... Non, ce n'est pas consommé, mais il y a des coups d'État, des tentatives de coups d'État qui sont publiquement dites et dont les personnes sont citées et arrêtées. Et ce qu'on craint, d'ailleurs, à travers les coups d'État, c'est exactement ça. Il faut veiller à ce que la société marche toujours de façon pacifique. C'est-à-dire qu'on passe par des canons de consensus. Quand on parle de constitution, on parle de loi électorale, tout ceci sont des questions de consensus. Et lorsque le consensus est constamment violé dans une société, c'est un danger qu'il faut essayer d'éduquer les gens à éviter. Parce que je vous prends un exemple. Imaginez que la tentative de coup d'État contre Assimi Goïta a réussi. Dans quelle conjoncture allons-nous nous trouver? C'est catastrophique. Et tout acte, lorsque vous posez un acte,
Imaginez la duplication de votre acte à une grande échelle. Lorsque vous êtes un colonel et que vous fassiez un coup d'État, vous êtes l'inspiration ordinaire de tous les officiers qui sont en bas de votre grade. Et ce n'est pas une bonne école de dire à tous les officiers qui sortent de nos écoles de formation, il est possible de faire le coup d'État et de rester aussi longtemps que vous voulez au pouvoir. Ce n'est pas une bonne chose. Ma vocation quand j'étais enfant, c'était de devenir militaire. Et le destin a décidé autrement. Ça vous irait bien. J'ai de la famille militaire. Et le militaire, avant d'être militaire et civil, à la fin de sa fonction militaire, il est civil. Donc les débats civils-militaires ne sont pas des choses dans lesquelles je m'aventure. Mais je m'aventure pour une réflexion objective et sereine, désintéressée, pour la bonne gouvernance de notre pays sur une dynamique long-termiste, sur une dynamique durable. Très bien. Et ceci se faisant, je vais clore juste une petite parenthèse très importante. Il ne faut jamais confondre la démocratie au bilan des performances des partis politiques dans un cadre démocratique. Lorsque vous faites la différence entre ces deux éléments, vous allez comprendre, c'est-à-dire si les politiques ont réussi ou pas. Les hommes peuvent échouer, mais les systèmes, lorsqu'ils sont expérimentés quelque part où ils ont réussi, nous sommes la plus vieille nation démocratique à travers la charte de Kurukan-Fuga. Ce n'est pas que nous avons importé un système. Le mode de fonctionnement institutionnel est importé, mais dans l'âme démocratique, personne n'a enseigné au Mali la démocratie. Donc soyons nous-mêmes et réfléchissons à des modèles qui peuvent réussir dans notre pays. Très bien. Alors, 4 coups d'État en plus de 30 ans de démocratie, les politiques ont-ils vraiment échoué? Oui, sur les 30 ans de démocratie, je crois qu'il faut tuer le bilan. Et vraiment, les coups d'État viennent souvent pour mettre fin à une mauvaise gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique à quoi que nous sommes à notre dernier coup d'État. Parce que les recommandations des assises nationales, c'est la fondation de l'État. Nous sommes à notre dernier coup d'État. C'est ce que tous les Maliens souhaitent. Non, je suis en train de dire, si jamais on venait à appliquer à la lettre les recommandations des assises nationales, c'est la fondation de l'État, on peut ne plus avoir à assister à un coup d'État au Mali. Parce que tout simplement, il y a un dispositif juridictionnel, un dispositif juridique qui consiste à démettre le président en fonction pour haute trahison. On n'a pas besoin qu'un militaire fasse venir une équipe et fasse un coup d'État. On va juste démettre le président parce qu'il a échoué pour haute trahison. Mais aujourd'hui, est-ce que la transition, ça va? La transition non, c'est-à-dire que le projet de constitution qui est en train d'être présenté à toutes les corporations, à toutes les sensibilités socio-professionnelles, a décidé d'incorporer ces dispositifs. Quitte à savoir, est-ce que ça va sortir dans sa version finale? Parce que tant que cette constitution, cette nouvelle constitution n'est pas adoptée, elle ne peut pas être du droit positif, donc elle n'est pas applicable. Si elle venait à être applicable avec ces dispositifs, croyez-moi, on peut ne plus assister à un coup d'État. Mais en réalité, il faut le dire pour toute fin utile. Nous avons une constitution qui définit les attributions de chaque institution. L'institution militaire a vocation à protéger l'intégrité du territoire. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, les seuls arbitres pour mettre fin au déboire des politiques, c'est les militaires. Nous l'acceptons, mais il faut tirer les leçons. Il faut une constitution qui peut démettre un président. S'il le faut, il faut aller vers la réduction du mandat. Mais dans tous les cas, la gouvernance politique, la démocratie n'a pas de sens si ce n'est pas pour servir les citoyens. Les citoyens doivent être au cœur d'une gouvernance politique. Un président qui ne sert pas son peuple ne mérite pas de rester sur place. Il faut trouver soit les moyens juridiques ou les moyens qu'il faut politiques. Pas de coup de force politique, parce que le coup d'État n'est pas la solution pour un pays qui se dit un pays démocrate de maturité. Très bien, vous avez été compris, voilà. M. Ouakli Touré, M. Zegedi Moussa Diarra. Alors, les politiques ont-ils échoué? Nous avons eu 4 coups d'État avec des tentatives de coups d'État en plus de 30 ans de démocratie. Effectivement, d'abord le 19 août 1968. 19 novembre, pardon. 19 novembre 1968 d'abord. Vous avez encore la mémoire fraîche, le 18 pardon. 19 novembre 1968, 26 mars 1991, 22 mars 2012 et le 18 août 2020, je crois. 4 coups d'État qui ont réussi avec autant de tentatives également, ou plus de tentatives qui ont également échoué. Un vieux me disait un jour que sous Modibo Keïta, les Maliens avaient honte de voler.
que sous Moussa Traoré, les Maliens avaient peur de voler. Mais que depuis l'avènement de la démocratie, où les politiciens sont venus aux affaires en grand nombre, les Maliens n'ont plus ni peur ni honte de voler. Alors, cela veut dire beaucoup de choses. Okay. D'abord, moi, je ne voudrais pas faire une comparaison ou un bilan global. Quand on prend d'abord la période de Modibo Keïta, je pense que le coup d'État de 1968, 19 novembre 1968, a été une erreur monumentale. Parce que ça a freiné un véritable élan de développement. Mais est-ce que ce n'est pas le destin du pays aussi? Le destin d'un pays, je pense que c'est aussi à travers la conviction et les comportements du peuple aussi. Okay. Souvent, lorsque les ennemis d'un peuple n'arrivent pas eux-mêmes à opérer, ils essayent de se servir de certains du peuple pour pouvoir faire ce qu'ils souhaitent faire. Okay. Alors, maintenant, pour ce qui est du coup d'État du 26 mars 1991, j'estime que ça a été fait pour une raison bien déterminée. Il y avait un chaos qui s'était installé et qui continuait à faire ravage. Il fallait mettre fin à l'hémorragie. Okay. Maintenant, le coup d'État du 22 mars 2012, c'est l'un des coups d'État les plus chaotiques. Pas seulement du Mali. Hein. Je pense que c'est un coup d'État qui n'avait pas sa raison d'être dans la mesure où celui qui a été déchu était presque à la fin de son deuxième mandat. Voilà un peu. Maintenant, quant au coup d'État du 18 août 2020, je pense que ce coup d'État du 18 août 2020 également s'est opéré dans un contexte que nous savons tous, où le président était en déphasage avec les réalités profondes du pays. Et l'armée a estimé qu'il fallait mettre fin pour maintenant mettre le pays sur une véritable voie, celle de l'indépendance réelle, certaine. Très bien. Alors, M. Ousmane Mohamed Touré, 2 ans après que les militaires aient pris le pouvoir, est-ce que le pays est vraiment sur de bons rails? Vous parlez de 4 coups d'État. Non, mais ça touche tout le monde. C'est générique. C'est une question générique. Okay. Vous savez, je vais vous dire, les coups d'État ne sont pas faits par des extraterrestres. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des extraterrestres qui font les coups d'État. Okay. Vous savez, si vous prenez 91, moi j'étais l'un des plus jeunes du mouvement démocratique. J'étais là. On me raconte pas ça. Je l'ai vécu, j'étais dans d'autres associations. C'était quoi? Le multipartisme intégral, la liberté d'expression. Sur les pancartes, Kokura, comment on appelle ça? Kokadje. Voilà. Ouais, le Mali nouveau. Ouais. Bon, il s'est avéré que des gens qui se sont battus, qui étaient dans la réflexion marxiste-léniniste, qui avaient des formations réelles, qui ont bénéficié des études de Modibo Keïta, qui ont été à l'extérieur, la majeure partie étaient des enseignants. La majeure partie du pouvoir démocratique, de l'ADEMA, pour parler de l'ADEMA, c'était tous des enseignants. Professeur Aline Hondiallo, professeur Diangouna Traoré, professeur Alpha Omar Konaré, professeur Sissé, je peux te réciter beaucoup de gens. C'était tous des gens bien préparés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui étaient dans la précarité, à moins de 4 ans, se sont tapés de building. On commençait à résumer la démocratie aux élections. Il y a une banalisation de la corruption. Des gens venus de nulle part s'enrichissent. Sous la bannière de la démocratie, les actions étaient complètement antagonistes au système capitaliste démocratique. Parce que même cette démocratie, c'est une démocratie bourgeoise, dans une certaine mesure. On ne rentrera pas dans les analyses académiques. La démocratie ne sert à rien si le peuple ne peut pas manger à sa faim. N'expliquez pas les trucs académiques définis. La démocratie, elle est réelle. Les gens doivent respecter l'argent de l'État. Le système de vol est interdit par la démocratie. C'est pas que je disais à un diplomate américain qui me dit non, un coup d'État. J'ai dit, mais chez vous, il y a des mécanismes de démettre le président de la République. Chez nous, il n'y a aucun mécanisme, aucun. Parce que la Constitution est violée tous les jours. On amène sa famille à l'épicentre du pouvoir. Et vous ne voulez pas que les gens soient frustrés? Vous ne voulez pas que des aventuriers fassent des coups d'État? Non, mais je vous parle avec gravité. Hein, parce que ce qui a été dit ici, c'est ça la vérité. Les gens ne peuvent plus accepter. Aujourd'hui,
Et je dis au régime qui est là, nous sommes à un état de mûrissement. Les Maliens sont à un état de mûrissement. Si toute personne qui viendrait au pouvoir pour vouloir faire la même chose, il y aura d'autres coups d'État. Il faut que les gens se rendent compte. Le coup d'État remet les gens... Moi, ça ne me gêne pas en tant que... Mais je vous dis, ça remet un pays en retard. Parce que le système normal de bienséance, d'enviguer, de créer de l'économie, ça peut étouffer les choses. Ça pourrait, en économie, on dit ça pourrait amortir les choses. Donc, le système démocratique, il faut que les gens sachent que ça ne peut pas marcher à partir des discours. C'est un système, il y a une constitution, il y a des choses qu'il faut respecter. Okay. Quand on respecte les règles, et au fur et à mesure, il parlait d'éducation, au fur et à mesure qu'il y a un impact éducatif, les gens se rendent compte qu'on doit sanctionner les gens quand ils faillissent. Mais dans ce pays, il y a eu des gens qui reviennent au pouvoir à partir de la corruption. Le tout argent, le capital à outrance. C'est ça. Donc les gens sont frustrés. Pourquoi on proclame les coups d'État? Parce que c'est un soulagement, c'est ce qu'on appelle un stimulant moral pour les gens. Okay. Donc il faut que les gens se rendent compte, les gens qui dirigent, ce n'est pas la France, la démocratie bourgeoise, tout ça là, qui permettrait de conserver un pouvoir. C'est d'appliquer ce qui est normal, ce sur lesquels le peuple est d'accord. Okay. C'est comme ça la démocratie. Okay. La démocratie, elle est réussie là-bas parce qu'en France, on a guillotiné le roi. Il y a eu des exemples. Aucun Français ne pourrait extravertir la démocratie. Il faut des exemples. Il faut des exemples dans ce pays. Bon, je suis un peu marxiste-léniniste. Moi, si des gens volent, il faut les mettre à la place publique, les fusiller. Ce n'est pas musulman, mais il faut des exemples. Ce n'est pas ce que je souhaite. Très bien, vous avez été compris. Alors, je demandais tout de suite, en tout cas, à qui veut prendre la parole. Est-ce qu'avec cette transition, nous sommes sur la bonne route? Partage. Dernière ligne droite de cette émission. Là, en fait, par rapport à la monnaie, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce que la monnaie, il y a des caractéristiques endogènes et des caractéristiques exogènes. Donc, il faut, la réserve monétaire, souvent, elle n'est pas contrôlée par la monnaie du pays, mais par l'inflation à l'échelle internationale. C'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, dans notre architecture monétaire, la réserve monétaire est préservée selon le nombre, la valeur de l'euro et du dollar qui est importé. Chaque fois que vous venez avec plus de 1 million de dollars, vous le déclarez. En sortant, on vérifie est-ce que vous avez consommé au Mali avant de sortir avec l'argent. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que les dollars et l'euro ont encore de l'impact sur notre richesse monétaire. Donc c'est une mésaventure de ne pas réfléchir avant d'adopter une monnaie, quoi. Ok, revenez, vous voulez prendre la question, monsieur Messaoud Ould-Baraka. Est-ce que la transition est sur la bonne route 2 ans après le coup d'État? Laissez-nous emprunter l'analyse même de composantes gouvernementales ou institutionnelles même de la transition pour ce faire. Lors d'une journée d'information, le Conseil national de transition a écouté le Premier ministre. D'ailleurs, je lui souhaite un prompt rétablissement et je lui souhaite un très rapide retour à ses fonctions, qui ont jugé la consommation de 80%, si j'ai bonne mémoire, de leur journée d'information, 80% du budget alloué au plan d'action pour 15% des taux de réalisation. Et ceci dit et renvoie, pour être de façon très pragmatique, à les anciennes pratiques, c'est-à-dire dilapider les fonds sans atteindre les résultats. Donc c'est une chose à revoir. La conduite de l'État doit marcher selon un vecteur directeur qui s'appelle la performance gouvernementale, la performance à tous les niveaux. Et cette performance, on peut la mesurer à travers les objectifs définis, les moyens alloués et les résultats atteints. Et si on part sur ces principes, civils ou militaires, c'est dans l'intérêt commun de tout le monde. Cependant, il y a sur un plan intangible, parce qu'il y a les éléments tangibles et les éléments intangibles. L'éveil de conscience nationale. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un éveil de conscience nationale sur la position de notre pays face à tout ce qui nous a toujours gangréné, l'impérialisme. Mais est-ce que la transition est sur la bonne voie? Ce serait difficile de le dire parce qu'on n'est pas à la fin de la transition.
Jusque-là, le parcours... Non, je viens. Sur ce même plateau, à plusieurs reprises, j'ai joué le rôle de veilleur sur l'action gouvernementale. Je l'ai critiqué quand il le faut. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus où il y a des manquements. Mais attendons de voir le couronnement de la chose. Depuis février, nous sommes sans plan d'action gouvernemental. Le plan d'action gouvernemental qui a été adopté par le Conseil national de transition est à expiration depuis février. À savoir si nous sommes dans cette logique souverainiste, notre plan d'action qui gère notre pays doit être présenté comme le chronogramme proposé à la CEDEAO. Parce qu'à ce jour, il n'y a pas de plan d'action gouvernemental en vigueur au Mali. Ça, c'est des choses à revoir. Mais cependant, l'objectif de cette transition, la transition n'a pas vocation de gouverner un pays, comme son nom l'indique. Elle doit nous amener à un retour à l'ordre constitutionnel en tenant compte des recommandations du peuple. Mais est-ce que ça ne dure pas trop? La durée, il y a déjà, je pense, en termes de temps, déjà des manquements évidents au niveau temporel. Maintenant, l'espérance est tournée vers le fait qu'au couronnement de ce processus, nous obtenions quelque chose de sain à travers la nouvelle constitution, à travers l'expérimentation de la nouvelle loi électorale, pour qu'on puisse aboutir à des institutions, à des fonctionnements interinstitutionnels différents de ce que nous avons vécu. Parce que comme il a évoqué, la responsabilité du président devant le peuple est une chose très importante si notre nouvelle constitution arrive à le faire. Parce qu'au lieu de penser seulement à démettre un président, la responsabilité du président devant l'Assemblée nationale, de façon indirecte devant le peuple, est un outil de communication entre le peuple et ses dirigeants. Très bien. Ce qui marche, nous le savons. Ce qui ne le marche pas, nous savons le pourquoi du fait que ça ne marche pas. Très bien, merci. Oui, vous avez été compris. Alors, merci beaucoup. Nous allons faire un tour de table rapidement pour clore cette émission spéciale consacrée à l'indépendance. Alors, je donne la parole à M. Jégué Djimoussa Diarra. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Et rappeler que notre devise « un peuple, un but, une foi » ne doit pas être un vain mot. Nous devons l'incarner au quotidien à travers nos actions. Et pour ce qui est de la transition actuelle, je pense qu'il y a des résultats qu'il faut saluer, mais il y a également un certain nombre de points auxquels il faut penser et qui méritent encore, en tout cas, des retouches. Très bien. Merci. Merci. Alors, monsieur Ousmane Mohamed Touré, votre mot de la fin. L'indépendance ne saurait se faire si les gens qui animent le pays ne sont pas indépendants dans leurs actions quotidiennes de tous les jours. Et quand on ne peut pas se défaire, comme disait l'autre, au lieu de faire le tour du monde, il faut faire son propre tour d'abord. Il faut que les gens apprennent à savoir, parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui où il y a plus de situationnistes que des véritables gens qui sont en train de... Qui appelez-vous situationnistes? Des gens qui s'adaptent à tous les pouvoirs, qui sont capables de faire des raccourcis, qui font le griotisme. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le sens de la vie? Mais les questions de lance répondent à des réponses d'abord. Allez-y. Donc, non, vous avez dit que c'est tout le monde qui le fait ou bien? Ouais, est-ce que ce n'est pas aussi ça le sens de la vie? Mais arrêtez de dessiner le sens de la vie pour des gens qui ont des histoires, qui sont des histoires d'éducation. Il faut arrêter de faire cela. Vous ramenez les gens à des destins mondiaux, alors que nous avons des destins particuliers. Nous sommes dans l'obligation de savoir que on ne peut pas prendre l'argent. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas un extrémiste musulman, mais je dis notre religion nous a défini tout. Voler, ce n'est pas bon. Notre tradition profonde, quand tu voles, quand tu es petit, on te frappe, on te dit de ne pas voler. Quand tu mens, on te dit de ne pas mentir. Il faut élever ce niveau à un cadre de la vie démocratique dans notre pays. Et c'est bouclé. Très bien. Merci, M. Ousmane Mohamed Touré. Alors, M. Messaoud Oulbraïka, votre mot de la fin? Mon mot de la fin n'est autre que le message que nous réussirons la construction lorsque nous prendrons conscience qu'elle est d'abord idéologique avant d'être matérielle. Éduquons la jeunesse, préparons-la aux défis actuels et aux défis futurs. L'échec des anciens sentiers ne doit pas expliquer notre réticence à avoir l'audace d'affronter l'avenir.
Très bien. Et sur à cette occasion spéciale, ma pensée sympathique va à l'endroit de toutes nos populations éprouvées à l'intérieur du pays, terrorisées par l'insécurité. Et à tous ces soldats, ces braves hommes qui se battent pour le vert, le jaune et le rouge, loin de leur famille, qu'ils sachent que ce n'est pas un combat vain. Et j'ai la certitude absolue, réaffirmée et convaincue que le Mali sortira grand de cette épreuve historique. Et mon vœu à tous les Maliens, que ce 22 septembre soit un symbole, un point de départ pour nous d'une conscience collective de la nécessité de l'unité sur base de sincérité et sur base de performance, pour qu'enfin notre pays puisse être cité au concert des grandes nations du monde dans le respect de l'ADN politique de notre pays, notre attachement à l'Afrique. Faisons la paix avec nos frères africains, même s'ils nous font la guerre, car telle est la vocation et l'engagement ultime de ceux de qui nous nous revendiquons politiquement et des précurseurs de notre société et de notre nation. Sur ce, que Dieu bénisse le Mali et qu'il nous bénisse nos fils de cette nation. Très bien, vous avez été compris sur cette éloquence. Alors, monsieur Aboubakar Touré, votre mot de la fin sur cette émission spéciale consacrée à l'indépendance du Mali. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est une date qui s'inspire du 1878. 22 septembre 1878 doit pouvoir inspirer 22 septembre 2022. Je demande à tous les Maliens de se rappeler de la bataille de Saboussoué. Cette même bataille qui nous a permis aujourd'hui d'être dans une indépendance relative qu'elle soit, mais elle doit pouvoir nous enseigner que les chemins est certes semés d'embûches, mais la victoire est proche. Très bien. Nous devons rester constants derrière nos autorités pour obtenir définitivement ce que nous avons toujours voulu. Il faut mettre fin à ce nomadisme qui ne sert que des intérêts individuels. Il faut mettre le Mali au-dessus de tout et bonne fête à tous les Maliens, à tous les niveaux de responsabilité qu'ils soient. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.